Cette semaine à l'émission, voyez le CRJ 200ER de NAV Canada. Notre chroniqueur Benoît, lui, se rend en France à la découverte d'un aéronef du futur, le eVTOL. Mais pour débuter l'émission, la chanteuse Claude Pelgag expérimente le paramoteur à Saint-Cuthbert. Vous avez vu un beau vol tantôt? Oui. Super. À deux? Ben oui. On est présentement à l'aérodrome de Saint-Cuthbert. C'est un rassemblement de paramoteurs. Une fois par année, on se rassemble ici pour voler une gang d'amis ensemble. Ça fait combien de temps vous volez? Ça fait 12 ans. 12 ans. Avec combien de vols? Je suis à pied, je suis à 1500 vols. On adore ça, on va aux États-Unis. On a fait j'ai volé dans toutes les provinces canadiennes, incluant Terre-Neuve au mois de juin. Parce que nous autres, on aime mieux être près du soleil en volant que d'être dans les résidences soleil. Voilà. Ah oui, on voyage. On a décidé qu'on irait voir du pays dans les airs et sur terre. Comme la Nouvelle-Zélande. On est allé voler en Espagne, on est allé voler en Grèce, en Italie, à l'île Majorque. Écoute, il n'y a pas de limite. C'est vraiment le meilleur spot, c'est ici aussi, là, moi, je trouve pour un résident, c'est vraiment une belle place. Puis écoute, un fly-in comme ça, revoir les amis, ça me fait une super belle occasion de tout le monde se voir. La musique et le vol, ça connecte. Surtout quand tu as des gens qui ont une chimie, la passion du vol, ça prend des gens qui aiment voler avec les autres, qui aiment s'adapter aux autres, qui aiment respecter les lois aussi, s'assurer qu'on vole de façon sécuritaire. Alors ces gens-là, souvent, les conventions de musique, on respecte ça. Pas jouer plus fort que l'autre, pas essayer de prendre la vedette, juste avoir du fun. C'est pas ce que je te préfère, mais en tout cas... Ça va super bien. Aujourd'hui, on a reçu Claude Pelgag. C'est vraiment le vol le plus beau qu'on a fait. On a coupé le moteur à 3000 pieds. On a descendu comme un aigle qui descend tranquillement. C'était vraiment merveilleux. On va s'approcher tranquillement. J'ai jamais fait de deltaplane puis rien de motorisé aérien. C'est la première fois, puis je pense que je suis quand même quelqu'un d'un peu peureux, de plus en plus avec le temps, fait que peut-être que ça va casser cette peur que j'ai en moi. Est-ce que tu veux que je t'aide? Ben oui, on tire dessus. Okay. Le paramoteur, pour moi, c'est une passion. Ce qui coûte le moins cher pour voler, c'est vraiment pas dispendieux. C'est la liberté totale. Tout se démonte. Ça a l'air gros quand on décolle. Fait qu'on peut mettre ça dans un auto, n'importe quel petit auto. On fait le tour de la Gaspésie. On a un beau champ. On sort ça de notre boîte à lunch. On monte ça. On vole 2 heures de temps. C'est vraiment un loisir, un des plus beaux sports. Je pense que j'ai déjà rêvé à ça, fait que j'ai tout pris mes skills dans mes rêves. C'est pas demander. Ah, il y a une petite grenouille! Ah! Crapaud! Faut rouler à 40 km à l'heure avant de décoller. OK. Fait qu'on va lever la voile tranquillement. À chaque seconde, on prend une décision. Le gonflage est beau, on continue. Le contrôle est beau, on continue. On ajoute du gaz, on décolle.
Moi, je t'entends super bien. OK, nice. Si on avait une vraie panne moteur, là, c'est notre taux de chute. OK? On descend pas plus vite que ça. Ah ouais? Non. OK. Fait qu'on a le temps de trouver un champ. Là. On pilote toujours. On peut choisir notre champ, genre. Jamais... Ouais. Ben, à chaque seconde qu'on pilote, on est au-dessus d'un champ prêt à atterrir. On va aller jouer au-dessus du fleuve, puis après ça, en revenant, on fera des passes-passes. C'est le fun, ça aussi. En paramoteur, en général, c'est des moteurs 2 temps. Très légers, beaucoup de performance, faible d'entretien. La formation en paramoteur comprend 20 heures de théorie. Ensuite, on a un examen pré-solo à faire avant le vol. Ensuite, on a 30 décollages, atterrissages, 5 heures de vol à faire en formation avec l'instructeur au sol. En paramoteur, la météo, faut pas se fier à ce qu'il annonce. Faut vraiment, c'est quand le moment qu'on arrive dans le champ, on va mettre notre manche avant et c'est là qu'on décide. On décolle-tu pas? On va regarder notre manche avant. Est-ce qu'il est toujours sur le même côté ou est-ce qu'il descend, il monte, il revient de côté? Là, ça va nous donner un indice dans quoi qu'on va voler. On passe au-dessus des champs qui sont noirs. On sait que la chaleur va monter. À côté, j'ai un ruisseau. L'eau est froide. Je sais que ça va descendre. Les thermiques sont pas dangereux. Ça va atterrir tranquillement. Je pensais que ça allait être plus rough que ça, pour vrai. C'est smooth, hein? Ouais. C'est comme flotter, là. Ça serait une bonne expérience, ouais, d'écouter de la musique en haut. Je le recommande fortement à tous. Au moins une fois. Au moins une fois. Quelle est la différence entre le programme Apollo et Artemis? La réponse après la pause. Aviateur Québec, la plus grande association francophone de pilotes des Amériques depuis 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoit la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler. Vous pilotez un avion, un hélico, un ultraléger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous. L'Agence spatiale canadienne va utiliser l'inspiration de l'espace et l'exploration de la Lune pour créer des solutions qui vont augmenter nos qualités de vie ici sur Terre. Par exemple, on va créer des nouvelles solutions pour la santé à distance et on peut les utiliser ici sur la Terre et les partager avec nos partenaires internationaux. On est de retour avec notre chroniqueur Benoît qui a vécu la semaine dernière son solo hélicoptère. Et suite à ça, Benoît, tu as rencontré Bernard. Ça, c'était une belle rencontre. Il t'a invité à voyager dans le futur en France. Absolument, c'est bien dit, dans le futur. J'ai atterri à Marseille, direction Montélimar. Je suis allé voir une compagnie qui s'appelle DTA. C'est la même compagnie qui fait les pendulaires qu'il pilote. Ouais. Fait que visualise un gros drone avec des personnes à bord. Arrête ça. On va le regarder tout de suite. J'ai
toujours été attiré par les avions, les voitures, les motos, bref, tout ce qui se déplace et qui donne des sensations fortes. En parallèle, j'ai toujours été impressionné par la technologie et l'innovation qui évoluent à la vitesse grand V ces dernières années. Les voitures volantes et engins futuristes du passé deviendront-ils une réalité? On est en 2024 et c'est pour de vrai sur le point d'arriver. Plusieurs entreprises et startups se sont lancées dans la course, une course internationale où les Français semblent mener le bal. J'ai été invité par mon ami Bernard Rouher qui m'a permis d'en apprendre davantage sur le eVTOL de la compagnie DTA. Leur projet est ambitieux, mais tout porte à croire qu'ils réussiront leur pari. J'ai bien hâte de voir non pas si, mais quand cette technologie fera partie de nos vies. Bernard, merci de nous accueillir à l'aéroport de Montélimar. Amélie, merci à toi aussi. Dis-moi, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a derrière nous, là? Ben, écoute, ça, c'est ils appellent ça un eVTOL. C'est un peu la suite de ce que DTA a fait au courant des dernières années. La compagnie s'est lancée dans le deltaplane motorisé, en premier lieu, ce qu'on appelle communément ici pendulaire. Après, ils ont fait le gyrocoptère. Et là, ils se sont lancés justement dans ce domaine-là. Ça a l'air d'un secret bien gardé pour le moment, hein? Oui, alors on commence de plus en plus à le montrer. On était d'ailleurs au salon de Las Vegas en début d'année 2024 pour le présenter au monde entier. Donc eVTOL, ça veut dire Electrical Vertical Takeoff and Landing. C'est full électrique. Ça décolle exactement comme un drone, ça se déplace exactement comme un drone et ça atterrit de la même façon. Quand on rentre dans l'appareil, on peut lui demander d'aller à un endroit précis et il vous amènera sans rien faire. Qu'est-ce que ça peut prendre comme licence pour quelqu'un parce que là, c'est pas un ultra léger. Ben, ça va être catégorisé certainement ultra léger, mais je veux dire, la licence... Alors, on pense que ça va être catégorisé ultra léger, mais on attend encore la législation française qui doit aboutir sur des décisions. En tout cas, au niveau européen, ça avance très bien. Donc l'Italie permet déjà de le faire voler dans certaines circonstances. L'Allemagne, c'est en train d'avancer aussi. D'ailleurs, pendant les JO de France, il va y avoir des eVTOL qui vont transporter quelques personnes. Donc on est très confiant sur la législation française, européenne et mondiale. Mais là, Amélie, est-ce que c'est comme une auto volante? Alors, ça peut être considéré effectivement comme une voiture volante. Et nous, on a envie vraiment de la déployer d'abord pour des urgences médicales. C'est-à-dire que derrière nous, on a l'Ardèche. Il peut y avoir un accouchement qui se passe pas très bien. Et l'objectif, ça serait de faire transporter un médecin urgentiste qui puisse aller porter secours à quelqu'un en détresse grâce à l'eVTOL, en gagnant du temps sur la distance, sur le temps, et pour permettre d'abord d'effectuer des urgences médicales. Est-ce que c'est sécuritaire pour amener un médecin à bord? Alors, c'est super safe. Vraiment, pour nous, la sécurité, c'est le plus important sur notre eVTOL. Et d'ailleurs, il y a un parachute pyrotechnique qui est intégré dans l'eVTOL. Donc, selon ce qui se passe, l'eVTOL va réagir de lui-même et déployer son parachute pyrotechnique. Il y a aussi 8 moteurs. Donc en fait, là, il y a 4 hélices et sur chaque hélice, il y a 2 moteurs. Et chaque moteur est monté en redondance. C'est-à-dire que si jamais, par inadvertance, il y a un moteur qui lâche, eh bien l'autre va prendre le relais de façon opposée. Donc ce qui permettra de se poser, d'avoir le temps de se poser en toute sécurité. Le design est quand même futuriste, on le voit, mais il y a des ressemblances. Hein? Est-ce que c'est la coquille d'un gyrocoptère? Absolument, absolument. En fait, on a capitalisé aussi sur toute l'expérience et l'histoire de DTA, qui existe depuis plus de 30 ans, qui a accumulé plus de 300 000 heures de vol avec tous ces pendulaires, ces gyrocoptères, ces ULM. Et donc, on a profité de cette expertise pour pouvoir développer l'eVTOL sur le même modèle avec cette cellule qui a été testée et retestée et qui permet aussi de gagner du temps en termes de sécurité. Et DTA, ça a un historique dans les pendulaires. Oui, un domaine, Bernard, que tu connais bien. Moi, présentement, je suis encore à Saint-Hyacinthe et j'ai toujours mon combo et on est à plus de 2700 heures. Et franchement, la qualité, c'est impressionnant. Amélie, on a couvert la sécurité, on a couvert le design. Maintenant, il faut qu'on commercialise ça. On en est où, là? Eh bien, l'eVTOL est ouvert aux précommandes actuellement, donc pour une livraison à mi-2026. Donc là, on est en train d'affiner encore, c'est un prototype qu'on voit derrière nous, on est en train d'affiner encore les paramétrages et le vol et la sécurité. Et ensuite, on pourra lancer les productions en masse pour pouvoir le commercialiser dès mi-2026. Qu'est-ce qu'on aura comme autonomie? Alors, très bonne question aussi. Donc l'autonomie, on vise à peu près 1h30 de vol
à 100-150 km/h. Donc, on a quand même un range qui est pas mal. Ah, d'accord. On va pouvoir se rendre au chalet, si le chalet est pas Voilà. loin. Et ça sera complètement électrique. Full électrique. Ah oui, D'accord. d'ailleurs, il y aura quand même des versions hybrides qui vont sortir par ailleurs. Donc, bien sûr, la full électrique. Et il y aura aussi 2 versions hybrides. Une avec l'hydrogène et l'autre avec le fuel de synthèse. Amélie, Bernard, merci infiniment de m'avoir fait découvrir ce secret bien gardé. Je pense que c'est le cas pour le moment. 2026, ça va venir probablement plus vite qu'on le pense. On vous souhaite un grand succès. Merci. Donc, qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail à NAV Canada? Être dans la tour de contrôle. La vue est dure à battre. Étonnamment, bernache ou pas besoin d'expérience en aviation. On se fait même payer pendant la formation. Ça met du pain sur la table, tu sais. Un emploi parfait pour faire son nid. J'en ai une. Si tu veux que ta carrière décolle, postule. C'est une tabernache de bon job. T'as pas le bec dans ta poche, toi? C'était trop? Non, c'est vrai que c'est un emploi qui donne des ailes. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Dominant le ciel des côtes de la baie James, Air Québec est sans contredit la compagnie aérienne des connaisseurs du Nord. Elle propose des services de nolisement, de cargo et effectue des vols commerciaux réguliers vers 16 destinations au Québec et en Ontario. La poursuite de l'excellence est notre objectif primaire et indéfectible. Depuis plus de 40 ans, Air Québec transporte en toute sécurité sa précieuse clientèle. Les gros porteurs et les autres avions naviguent au-dessus de nos têtes constamment. Et c'est pourquoi ils doivent compter sur leurs instruments, mais ces instruments doivent compter sur des signaux efficaces qui proviennent d'installations qui doivent être fonctionnelles en tout temps. NAV Canada utilise un avion à la fine pointe de la technologie pour calibrer ces systèmes. Voyez le CRJ-200ER et son équipage en action. Là, on est à l'aéroport de Mirabel. Aujourd'hui, on se prépare à faire l'inspection en vol pour les 2 systèmes ILS qu'on a. On se promène, on fait les aéroports, Montréal, on fait Mirabel. Il y a Saint-Hubert, on peut aller jusqu'à Coudjouac, les aéroports de la Côte-Nord. Fait qu'on se promène beaucoup. L'avion, quand elle vole, elle fait les passes. Elle va tester le Colaser, qui est le centre de piste. Puis il va tester le glide path en même temps, qui est l'angle de descente. Fait que ça prend un tech à chaque place. Comme ça, s'il y a des ajustements à faire, ben le tech, on peut le faire là, sans avoir à se déplacer. Donc, on analyse, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le système d'atterrissage aux instruments. Et on valide que les données sont en norme pour tous les avions. Donc, si on est passager, commandant chez Air Canada ou WestJet Transat, qu'on peut s'assurer quand la météo est mauvaise que les signaux vont nous amener au point de décision pour être capable de faire l'atterrissage. Donc, la piste est enlignée là. On fait certain qu'on n'est pas d'un côté ou de l'autre. Puis ensuite, avec le glide path, on fait certain qu'on n'est pas trop haut, pas trop bas, qu'on suit exactement une ligne de 3 degrés, enlignée directement avec le centre de la piste. Puis avec les nouvelles avions, les 787, il y a un auto-land, donc la décision va être faite par le pilote à 50 pieds. L'avion derrière moi, c'est un CRJ-200. Dans le monde civil, c'est un avion de 50 places. Nous, on a 6 sièges de passagers, 2 sièges pour les techniciens et 2 pilotes à l'avant.
On a un technicien à bord. Ils prennent toutes les données avec l'ordinateur qui est sur l'avion. Donc, la plupart du temps, quand on fait nos manœuvres, on arrive au bout de la piste, le technicien dit « run in », on a fini, puis les données sont toutes bonnes. Qu'est-ce qui se passe des fois? On passe la piste et puis les données sont hors tolérance. Il doit y avoir des ajustements de fait où on a besoin d'une deuxième passe pour valider les données qui sont en fait bonnes. C'est un travail que tu dois travailler en équipe avec les pilotes, dans le fond. Les pilotes, c'est un peu moi qui leur dis où aller, quoi faire. Puis moi, à l'arrière, dans l'avion, dans le fond, je mesure les signaux qui sont reçus, des systèmes d'aide à la navigation au sol. Ce que j'aime du travail d'inspecteur en vol technique, c'est il n'y a rien d'ordinaire et c'est jamais la routine. On voit du pays, tu te promènes en jet privé, être payé pour le faire, c'est quand même pas tous les jobs qui permettent de faire ça. Puis, non, c'est super, là, on apprend beaucoup de choses. Puis, c'est très valorisant aussi de pouvoir offrir un service qui fait en sorte que les déplacements en avion se font de façon sécuritaire au Canada. On n'a pas beaucoup d'accidents d'avion au Canada, là, il y a une raison pour ça aussi, là, parce que les systèmes sont vraiment bien entretenus, puis ça prend des gens pour les vérifier, ça prend des gens pour les entretenir, puis c'est ça qu'on fait ici au Canada. Là, on va aller enlever un équipement qu'on est allé installer tantôt parce que on a des équipements permanents dans des sites pour faire la correction pour la position de l'avion lorsqu'il fait ses inspections en vol. On avait un problème avec celui-là, fait qu'on a toujours un de spare dans l'avion qu'on traîne. Fait que l'avion atterri tantôt nous donnait cet équipement-là. Fait que on est allé l'installer, là on va aller l'enlever. Ça, c'est comme une petite base GPS. En fait, ça donne la correction à l'avion pour qu'on soit plus précis lorsqu'on teste nos équipements. Fait qu'on en a d'installés dans chaque aéroport qui sont permanents, comme ça on n'avait plus besoin de traîner un qui est portatif qu'il faut installer avant chaque inspection en vol. Ce qu'on a fait aujourd'hui, l'avion a peut-être été 1h30 de temps en vol. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Une belle journée en plus, là, on aime ça. Dans d'autres inspections que nous faisons, on valide s'il y a des obstacles sur les voies aériennes, des routes aériennes. On les vole au bas niveau pour valider que oui, il n'y a personne qui a mis une tour de radiocommunication. On s'assure que le système est bien en ordre, qu'il n'y a pas de danger que quelqu'un va se planter. On a des câbles qui partent de notre équipement là-bas. C'est des signaux qui rentrent ici. Tous les autres câbles vont alimenter chacune des 16 antennes qu'on a. L'autre, ça sert d'un monitoring. En dedans de chaque antenne, on a des moniteurs. Ces signaux-là rentrent ici. C'est combiné là-dedans pour recréer le signal un peu qu'on a envoyé. Ça retourne vers l'équipement de sorte que si le signal commence à shifter d'un bord ou de l'autre, qui pourrait être dangereux pour les avions, l'équipement va voir l'alarme et va se fermer. Les vols ont de l'air rock'n'roll, mais tout, on a des procédures. C'est exact qu'est-ce qu'on fait parce que on doit être précis. On est proche du sol. Les manœuvres sont assez vite, donc on a des procédures qui sont efficaces. Si ça ne fonctionne pas, on recommence. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on poursuit notre découverte du fleuron de la nation cri, Air Québec. Et on s'envole à Chisasibi, en compagnie de la présidente Tania Pache. Et notre chroniqueur Benoît, lui, s'envole avec des oiseaux au cœur de la France.